J'arrive en direct. Attendez, je me connecte parce que je vais être en direct sur Facebook en même temps, sur YouTube. C'est super chic. En direct de São Paulo. Alors, ici, il est quelle heure d'ailleurs? Il est midi. Il est midi. Et pour vous, il est 17 heures, qui est l'heure du goûter. Est-ce que vous avez goûté aujourd'hui? On est samedi. Pour beaucoup, ça fait un mois que vous êtes en confinement. Bonjour, bonjour tout le monde. Il est midi. Il est midi au Brésil. Je vous parle de São Paulo, Brésil. Bonjour. Bonjour Catherine. Et je voulais savoir, ceux qui sont là, est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien? Donc, Karine est contente de me revoir. Moi aussi, je suis contente que vous soyez là. Est-ce que vous m'entendez? Oui, non? Parce que j'ai mis un micro, c'est un peu différent. Alors, je ne sais pas si ça marche. Où est mon... Non, ça marche pas. OK. Où est mon truc noir là pour... Voilà. Bon, je change de micro. Je change de micro parce qu'on me dit que ça ne marche pas. Voilà. On va reprendre le bon vieux micro classique. Attendez, il y a des nœuds. Voilà. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui? OK. Alors, on recommence. Bonjour, bonjour à tous. Je vous appelle, je vous parle depuis São Paulo. Il est midi chez nous. On n'a pas encore déjeuné, mais chez vous, il est 17 heures, qui est l'heure du goûter. Est-ce que vous avez goûté? Voilà une bonne question. Est-ce que vous avez bien déjeuné? Est-ce que vous êtes en confinement ou pas? Ça fait pour la plupart d'entre vous un mois que vous êtes en confinement. C'est long. C'est long avec cette incertitude aussi de ne pas savoir quand ça va s'arrêter parce que ça vient d'être prolongé pour un autre mois. Donc, quand on a des enfants, des enfants en bas âge qui ont besoin de bouger, on a besoin de les sortir, c'est très difficile, c'est pas simple. Et ça, et quand on le vit, cet isolement tout seul, c'est pas facile non plus. Et donc, ce sont des moments qu'on est en train de passer qui sont complètement inédits. On n'a pas vraiment de recette pour savoir comment s'en sortir le mieux possible. On ne peut pas demander à des grands-parents ce qu'ils feraient dans cette situation parce qu'ils ne l'ont pas vécu. Ils n'ont pas vécu ça. Alors, il faut s'habituer, il faut s'adapter. Donc, on est tous ensemble. Moi, je suis donc Sophie Derham, pour qui ne me connaît pas. Sophie Derham. Je suis donc nutritionniste, diététicienne nutritionniste. Je suis aussi ingénieure agro. J'ai écrit un livre qui est là. Je ne sais pas si vous le voyez, qui s'appelle « Oubliez les régimes, ils font grossir » chez Marabout. Donc, je vis au Brésil parce que c'est là que j'ai commencé toute mon aventure pour justement passer cette information d'arrêter de faire des régimes. Je n'ai pas inventé ça toute seule. Un jour, je me suis réveillée. J'ai écrit ces livres en portugais au Brésil quand, en étudiant, donc je suis chercheur en neurosciences du comportement alimentaire et donc plus j'étudiais, plus je voyais que finalement l'impact le plus stressant pour notre cerveau, c'est de faire des régimes. Or, on vit dans une société qui ne parle que de régime, qui ne parle que de manger moins, bouger plus, manger moins, bouger plus. Et donc, automatiquement, on essaie de manger moins. Donc, on essaie de faire des régimes, on essaie de couper, et surtout des aliments mauvais, parce qu'on nous apprend qu'il y a des aliments bons, des aliments mauvais. Et vous allez voir que moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. En fait, on est très nombreux à ne pas être du tout d'accord avec ça. La science montre que il n'y a pas d'aliment qui, une fois que vous le mangez, tout d'un coup, il va ou vous faire maigrir ou vous faire grossir.
ou qu'il n'y a pas un aliment que si vous prenez, vous allez tout d'un coup avoir du diabète. Hein, alors que, qu'est-ce qu'on entend? On entend, attention, le gras fait grossir, le sucre fait grossir. Maintenant, on vous dit, le gluten fait grossir, le lactose. Il faut manger moins de viande, il faut manger moins de légumes, attention aux pesticides. Et finalement, on ne sait plus quoi manger. Et on se retrouve dans une situation de grand stress, hein, alimentaire. Et donc, la question, finalement, c'est qu'on nous fait tellement douter de notre alimentation qu'on finit par se dire, bon, bah, alors je ne sais pas manger tout seul, donc il faut que je trouve de l'aide. Alors, sachez qu'il y a de très, très bonnes aides professionnelles. Hein. Il y a d'excellents médecins, des excellents diététiciens, nutritionnistes, d'excellents psychologues. Hein. Donc, il y a des professionnels de santé qui peuvent vous aider dans ce chemin. Et si vous sentez que vous êtes un petit peu perdu, ça vaut la peine de chercher justement ces diététiciens nutritionnistes comportementaux qui travaillent sur la diététique comportementale. Parce que vous voyez que finalement, manger, ce n'est pas qu'un acte physiologique. On ne mange pas que pour se nourrir. Hein. Manger, c'est un acte social, c'est un acte culturel, c'est un acte psychologique. Hein, et c'est normal d'avoir de temps en temps des envies de manger. Hein, et donc, le thème aujourd'hui, c'est comment gérer cette faim émotionnelle pendant le confinement. Parce que depuis qu'il y a ce confinement, et moi je suis depuis un mois comme vous, parce qu'en fait j'étais en France début mars, parce que j'ai été invitée à donner une conférence TEDx à La Baule. Je remercie beaucoup Delphine, Céline, Boris de m'avoir invitée, parce que ça a été pour moi l'occasion de m'exprimer en français, dans ma langue. Et je ne sais pas toujours bien parler français, de temps en temps j'hésite sur certains mots. Et donc, je viens de faire une conférence TED. Ah, je reçois des messages. Une conférence TED en France qui s'appelle Le poids des régimes. Alors, vous pouvez la retrouver sur Internet. Alors, évidemment, sur mes réseaux sociaux, je l'ai déjà postée. Et faites-la passer, parce que c'est justement une petite pilule de bien-être pour envoyer à qui est dans la tourmente, qui ne sait plus manger. En moins de 20 minutes, je pense avoir réussi à dire tout ce que je voulais dire sur justement ce terrorisme alimentaire, le fait que ce ne sont pas par des régimes que vous trouvez la solution. Et au contraire, il faut oublier les régimes et, comme le nom de mon livre là, oublier les régimes et voilà, chez Marabout. Oubliez les régimes, ils font grossir. Voilà, donc ce TED, je suis allée le faire le 6 mars à La Baule. Hein, et après ça, j'ai passé quelques jours à Paris et je suis rentrée au Brésil. Seulement, comme j'arrivais de France, je me suis mise volontairement, hein, ce n'était pas encore obligatoire, je me suis mise en, comment on appelle ça en français, confinement. Voilà, je me suis mise en isolamento social, on appelle ça ici. Donc, isolement social, qui est plutôt un isolement physique que social, parce que je parle avec beaucoup de monde, je parle avec vous, je parle avec tous mes followers en portugais, parce que j'ai plus de 300 000 personnes qui me suivent au Brésil. En France, je commence, hein, donc voilà, vous êtes ici. J'ai quelques participants par Instagram, j'en ai un peu plus par Facebook. Et donc, je suis là pour essayer de vous apporter des petites pilules de fraîcheur et pour vous aider à manger mieux. Parce que, en fait, la question, ce n'est pas de manger moins. Hein. La question, c'est de manger mieux. Alors, est-ce que vous me voyez bien? Parce que là, je reçois des messages qui me disent qu'il y a une mauvaise connexion. Alors, c'est peut-être chez vous, parce que chez moi, ça a l'air d'aller très bien. Bon.
mais peut-être qu'effectivement, le message ne passe pas très bien. Attendez, je vais voir. Moi, je ne suis pas sur... non, je suis sur la 4G, donc normalement, ça devrait passer. OK. Alors, donc, manger mieux et non pas moins. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire arrêtons, oublions les régimes. Hein? Comme je le dis dans mon TED, j'ai 3 conseils pour vous. Après plus de 20 ans d'études sur la nutrition, hein, je suis chercheur, aujourd'hui je suis chercheur en neurosciences du comportement alimentaire. Donc vous voyez, j'ai vraiment beaucoup d'années d'études. Ah, on me dit que ça coupe tout le temps, Pierre. Est-ce que je remets Internet peut-être? J'essaie. Je vais essayer de remettre Internet parce qu'effectivement, si ça coupe tout le temps, c'est pas facile. Sur Facebook, ça marche? Voilà. Ça coupe aussi de temps en temps. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de monde sur Internet. Vidéo suspendue. Voilà, je suis revenue. J'espère que ça va marcher un peu mieux. Je me suis mise sur la Wi-Fi. Hein? Et donc, la question, finalement, que je défends, et je ne suis pas la seule, hein, on est très nombreux, plus vous étudiez le cerveau, plus vous étudiez l'effet des régimes sur le cerveau, vous voyez que c'est comme une bombe, c'est comme un énorme stress. Hein? Le cerveau, il reçoit le régime, la restriction, comme un énorme stress, comme quelque chose qu'il veut éviter à tout prix. Et donc, le cerveau va s'adapter. Hein? Plus on essaie de faire des régimes, et plus on va penser à manger. Donc ça, c'est pour ça que c'est compliqué. Et c'est pour ça que la plupart des gens qui font des régimes, ben, finalement, ils ratent leur régime. Qu'est-ce que ça veut dire rater leur régime? Ben, ça veut dire, oh là là, j'arrivais à maigrir, parce qu'au début, effectivement, on y arrive. Et puis très vite, le poids est revenu. Hein, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre jusqu'à 5 ans, mais le poids revient. Parce que le cerveau, il ne comprend pas ce régime comme quelque chose de bon, comme maigrir à tout prix. Pour lui, ce n'est pas un but. Le but, c'est de survivre, c'est d'être en forme, c'est d'être en bonne santé. Hein, et donc, faire des régimes, ça vous déséquilibre, et ça vous déséquilibre le centre de l'appétit. Et alors, c'est intéressant parce que plus on fait des régimes et plus on va penser à manger. Hein, donc, vous ne sortez pas d'un régime de la même façon que vous êtes rentré. C'est-à-dire que vous êtes rentré avec un certain appétit. Après le régime, votre appétit va être différent. Alors ça, je ne sais pas si vous l'avez expérimenté, mais vraiment, c'est assez clair. Si je vous dis qu'après un régime, on pense plus à manger, ça, déjà, ça peut vous parler. Mais c'est intéressant parce qu'aussi, on a plus de manger émotionnel. Alors, c'est quoi ce manger émotionnel? Eh bien, le manger émotionnel, l'être humain, il se sent bien en mangeant. Donc, se sentir bien en mangeant, chercher du réconfort en mangeant, c'est naturel. Ça fait partie d'un bien-être. Et avoir du plaisir à manger, c'est un signe de bonne santé. Donc, il ne faut pas se culpabiliser parce qu'on mange un dessert pour se faire du bien. Maintenant, le manger émotionnel, on va parler du manger émotionnel qui arrive de manière urgente. Hein, tout d'un coup, il faut que je mange. Je reçois des messages. Tout d'un coup, il faut que je mange. Si je ne mange pas tout ce qui se trouve devant moi, je ne vais pas me sentir bien. Et souvent, ce n'est pas planifié. Ce sont des aliments qu'on essaie d'éviter. Hein, dans ces moments de manger émotionnel, c'est vraiment, je pense que je peux dire, jamais des brocolis, jamais des haricots verts. Et pourtant, c'est bon. Enfin, moi, les brocolis, j'aime pas trop. Mais les haricots verts, des bons haricots verts frais, là, vous devez en avoir en France parce que c'est le printemps. Hein, des petits haricots verts tout fins qu'on mange, qu'on fait revenir dans un petit peu de vapeur et puis qu'on met une noix de beurre, c'est extraordinaire. Mais quand on a ces attaques de manger émotionnel, eh ben, c'est pas trop ça qu'on va chercher. Ce qu'on va chercher, c'est plutôt du chocolat, des glaces, du pain avec du beurre, des pâtes à tartiner au chocolat, des gâteaux. Voilà. Et pourquoi? Parce que finalement,
votre cerveau recherche une récompense. Hein, et donc, il va automatiquement penser à ces récompenses qui sont des aliments en général très énergétiques. Et si vous voyez, c'est rarement des aliments qui sont dans la nature, ce sont des aliments qui ont été élaborés par l'être humain. Alors, pas nécessairement par l'industrie. Hein, donc, il faut faire aussi attention, il y a plusieurs types d'aliments. Hein, et au Brésil, c'est vraiment là qu'on a commencé à parler de cette classification en fonction des degrés de transformation. Donc moi, je connais bien le professeur Carlos Monteiro, qui est à l'origine de cette classification. Hein, il a inventé ce mot ultra transformé, il l'a inventé en 2009 déjà. Donc en 2009, il en parlait quand j'ai lancé mon livre en 2014 au Brésil. Et mon livre s'appelle Le poids des régimes, au peso das dietas. Il a été lancé exactement en même temps que le guide brésilien d'alimentation, qui aujourd'hui est considéré comme un des meilleurs guides du monde. Hein, et justement là, ils disent attention, ce qui compte, c'est pas la quantité de gras que vous mangez ou la quantité de sucre. C'est sûr qu'il ne faut pas exagérer ni en gras ni en sucre. Mais ce qui compte aussi et surtout, c'est la qualité des aliments que vous mangez. Et dans cette qualité, ce qui met, on va dire, en moins bonne qualité, ce sont les aliments extrêmement transformés par l'industrie. Donc, toutes ces barres de chocolat, ces gâteaux en paquet, etc. Et alors, que se passe-t-il quand on a une envie de manger? C'est toujours ces aliments-là qu'on essaye d'éviter, qu'on va vouloir manger. Donc, c'est là que commence le problème, parce qu'on va sentir la culpabilité, on va se dire, oh là là, pourquoi est-ce que j'ai mangé ça, j'aurais pas dû. Et donc, il faut bien comprendre que manger, c'est un acte assez complexe et qu'on n'est pas totalement en contrôle. Hein, donc, première chose, se relaxer un peu, hein, respirer et comprendre que si vous sortez de beaucoup de régimes, c'est normal de ne plus trop savoir où vous en êtes. Voilà, donc moi je vous conseille d'aller chercher de l'aide, hein, une ou deux stations, déjà avec un diététicien comportemental, vous allez déjà voir que ça peut vous faire beaucoup de bien et ça peut surtout vous aider à retrouver ce chemin intuitif qu'on avait. On est tous nés en sachant exactement hein, connaître notre faim, notre satiété. Et c'est intéressant parce qu'on ne naît pas avec ce manger émotionnel, on l'acquiert au cours de la vie. Et en fait, plus notre relation est compliquée avec l'alimentation, et plus on va avoir de risques de manger émotionnel. Hein. Le contrôle dans l'alimentation va vous emmener à un peu attraper le virus, le coronavirus, en mangeant des fruits qui n'ont pas été bien lavés. Alors, jusqu'à présent, il n'y a pas une étude qui a montré qu'on peut être contaminé avec des aliments. Donc, jusqu'à présent, il n'y a pas de contamination par les aliments. Donc, ça, c'est une information importante. Hein. Deuxième chose, c'est important, donc toujours dans le cadre du virus, de se laver les mains. Hein. Alors, donc, même si on va dire qu'il y a un petit peu de risque de contamination d'un aliment, comme vous ne l'attraperez que si vous touchez l'aliment et ensuite votre nez, votre bouche, vos yeux avec une main sale. Se laver les mains fréquemment, vous enlevez déjà un grand risque. Je continue à recevoir des messages. Donc, c'est intéressant de, premièrement, se dire, OK, alors l'alimentation, il n'y a pas de risque, donc je vais déjà me relaxer avec ça. Et ensuite, dans une journée où finalement on est chez soi tout le temps, c'est important de garder des routines. Donc, des routines de sommeil, des routines de repas, des routines d'hygiène. Alors, c'est dormir dans des heures respectables de sommeil. Hein. Alors là, chacun sa dose. Mais pas rester au lit jusqu'à midi, 1h, comme on n'a aucune obligation, se retrouver à perdre le fil de la journée, parce que ça peut être très destructeur et déséquilibré. Donc, faire attention à ça.
Et éventuellement se réorganiser. Si vous êtes un peu perdu, mettre le réveil. Alors, si vous vous levez à midi, essayez de mettre le réveil à 10h30, 11h. Si vous vous levez à 11h, essayez de voir si vous ne pouvez pas vous réveiller vers 9h pour avoir un rythme, une routine adaptée finalement à ce qu'on appelle la chronobiologie. Parce que notre corps, il contient pas mal de petites horloges. Hein. On connaît jusqu'à présent au moins 9 gènes génétiques hein, d'horloges. Donc, on a déjà dans nous des petites horloges. Et elles nous orientent à avoir des cycles, à avoir des routines. Donc, quand on a des routines adaptées, on va dire, à une vie saine, et ça veut dire aller se coucher quand il fait nuit, se réveiller quand il fait jour, hein, comme font les poules, comme font les animaux dans la nature, et bien finalement, on voit que notre corps, il vit un rythme plus tranquille. Donc, respectez ça, essayez d'avoir des routines et des routines aussi de repas. Alors, pourquoi ça? Pourquoi des routines de repas? Ah, c'est intéressant quand on est complètement perdu. Voilà, je ne sais plus si j'ai faim, si j'ai envie de manger. J'ai pas faim pendant toute la journée, puis le soir, je fais que manger des petits gâteaux, paquets de gâteaux, etc. Quand on est perdu, bah, commencez avec un rythme régulier. Bien sûr que si vous allez bien, vous n'avez pas de soucis, vous êtes en paix avec votre alimentation, écoutez-vous hein, et essayez d'organiser vos repas en fonction de votre cycle à vous. Mais là, je parle des gens qui sont un peu perdus, qui sont sûrement ici parce que le thème de mon live les a intéressés. Donc, pourquoi pas essayer de mettre un petit peu de structure dans les repas. Donc, un petit déjeuner, un déjeuner, un goûter et un dîner. Donc là, c'est l'heure du goûter. Alors, c'est l'heure du goûter et posez-vous la question, est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai goûté? Alors, est-ce que vous avez goûté? Je ne sais pas s'il y en a ici qui veulent me répondre, mais le goûter, il a une certaine fonction. Hein. Quand on est perdu, qu'on ne sait plus où on en est, bah, le goûter, il vous apporte la certitude que une fois que j'ai goûté, j'ai plus faim. Donc, à ce moment-là, vous allez être plus capable de percevoir si votre faim est émotionnelle ou si c'est une faim qui a à voir avec une faim physique. Vous voyez? Donc, c'est intéressant de... Ah, là, je vois quelqu'un très bien qui me répond. Oui, j'ai goûté une pomme. Ouh là là. Alors, moi, tout de suite, quand je vois ça, je me dis, est-ce que c'est une pomme parce que c'est sain? Et ça fait partie des choses qu'on donne comme conseil pour couper la faim, pour essayer de ne pas grossir. Hein. Alors, c'est intéressant parce que j'ai écrit un article en portugais, mais d'ici peu, il va être sur mon site en français, sur quels sont les aliments qui donnent faim. Et bien, curieusement, la pomme, elle peut donner faim. Alors, pourquoi? D'abord, parce que si on mange qu'une pomme, probablement, on ne va pas assouvir sa faim. Hein. Ça va faire du bien, mais ce n'est pas forcément suffisant. Donc, vous pouvez ensuite avoir même un peu plus faim, une ou 2 heures après, encore plus faim. Ça peut vous donner une sorte de boost de la faim. Et puis, très souvent, on mange une pomme parce qu'on essaie de ne pas manger autre chose. Alors, si c'est le cas, c'est là qu'on on va rentrer dans le vif du sujet. C'est que faire très attention à écouter ses envies. Les envies de manger, elles sont totalement naturelles. Elles font partie d'un bien-être. Et en ce moment, avec tous les soucis qu'on a, eh bien, manger avec plaisir, ça fait du bien. Manger avec plaisir, ça vous aide à mieux affronter toutes ces angoisses, hein, parce qu'on a des angoisses de vie, on a des angoisses de mort, on a des angoisses pour les gens qu'on aime qui ne sont pas avec nous, on est quand même angoissé. Et manger, et surtout manger régulièrement, ça apaise, ça fait du bien. Alors, donc, la question de la pomme, j'ai posé, est-ce que c'était une pomme parce que vous vouliez manger un gâteau au chocolat? Et elle me répond, oui, c'est vrai, grosse envie de gâteau au chocolat. Alors,
ça, c'est très intéressant parce que quand on se prive d'une envie et qu'on mange autre chose pour essayer d'oublier, en fait, on ne va pas l'oublier. Le cerveau, il veut du gâteau au chocolat. Donc, ou vous faites la paix avec le gâteau au chocolat et vous expliquez à vous-même que oui, il y aura du gâteau au chocolat, mais pas maintenant. OK? Ou vous vous dites, bah, si j'ai envie du gâteau au chocolat, pourquoi pas en manger un? C'est l'heure du goûter. Et quel est le problème du gâteau au chocolat? Et je le dis souvent, moi je suis diététicienne nutritionniste, je suis aussi ingénieure agronome, je suis chercheur en neurosciences du comportement alimentaire. Vous voyez, je suis très chic. Eh bien, est-ce que vous croyez que je pense, moi, Sophie, que le gâteau au chocolat fait grossir? Belle question. Est-ce que le gâteau au chocolat fait grossir? Eh bien non, ça dépend de comment vous le mangez. Hein? Et donc, dans mon TED, je raconte ça. Ah, là, j'ai un autre message. J'ai goûté une banane et des noix de pécan. OK, alors là, vous voyez, il y a fruits et noix. On est déjà dans un goûter un petit peu plus complet. Hein? Les fruits secs sont une bonne alternative, oui. Alors, les fruits secs, c'est intéressant, mais il ne faut pas se gaver de fruits secs non plus, parce que les fruits secs sont des fruits qui ont été déshydratés. Donc, la quantité de sucre est restée quand même dans le fruit. Donc, il ne faut pas croire que quand on mange un fruit sec, on mange de manière plus saine que si on mangeait une pomme, hein, ou un gâteau au chocolat. Alors, et oui, bien sûr, si on s'écoute, on mangerait du gâteau au chocolat tout le temps. Et ça, c'est l'impression qu'on a quand on est dans cette mentalité des régimes. Hein? Donc, moi, ce que j'ai raconté dans mon TED, et je vais le re-raconter ici parce que je trouve que c'est très parlant, c'est que finalement, tout dépend de comment est votre relation avec le gâteau au chocolat. Alors, je raconte cette étude qui a été faite par un sociologue et un psychologue, donc un sociologue français, Claude Fischler, que je connais bien. Je ne sais pas s'il est là, hein, mais je lui dis un grand bonjour. Claude Fischler et Paul Rosine, donc un sociologue et un psychologue. Et ils se sont posé la question de quel est le secret des Françaises qui mangent de tout, qui mangent du gâteau au chocolat, qui boivent du vin, qui mangent du beurre, des croissants, et qui ne, finalement, sont pas plus grosses, et même sont plutôt moins grosses que, il y a moins de problèmes de poids qu'aux États-Unis. Donc, ils ont fait une recherche très intéressante sur les pensées qu'avaient les gens en fonction de ce qu'ils mangeaient. Alors, on a demandé donc aux Américaines et aux Françaises de donner leurs pensées et émotions face à des aliments. Alors, que pensez-vous quand vous mangez de la viande? Que pensez-vous quand vous mangez du riz? Et la réponse la plus intéressante, c'était le gâteau au chocolat. C'est pour ça que je trouve ça intéressant qu'on me dise j'ai mangé une pomme, mais en fait, je voulais du gâteau au chocolat. Alors là, c'est exactement le point auquel je voulais arriver aujourd'hui. Les Américaines, elles ont dans l'ensemble dit ah, pour moi, le gâteau au chocolat, ça fait grossir, c'est gras, en plus, ça me donne de la culpabilité. Parce que si j'en mange, je me sens mal. Je me dis zut, j'aurais pas dû manger. Et alors là où c'est très intéressant, c'est que les Françaises, et c'était dans les années 90, parce que depuis les années 90, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la France a complètement changé. Hein, tout le monde fait des régimes, la mentalité a changé. Hein, cette culture française qui était citée en exemple, hein, de manger avec plaisir, de ne pas trop se préoccuper sur les questions de gras et de sucre, ça a changé en partie à cause d'abord du programme Nutrition Santé qui s'est focalisé sur une nutrition plus réductionniste, hein, qui n'a parlé que de nutriments. Donc, on a fait la chasse au gras, on a fait la chasse au sucre, on a fait… alors, et c'est vrai, quand vous regardez un gâteau au chocolat, ça paraît être un aliment horrible parce qu'il y a du sucre, il y a du gras. Et donc, les Françaises, dans les années 90, quand on leur demandait qu'est-ce que vous pensez quand vous voyez le mot gâteau au chocolat, et elles ont répondu dans l'ensemble, heureuse, fête, anniversaire, plaisir.
Et vous voyez, c'est le même gâteau au chocolat. Seulement, la relation avec ce gâteau va être différente en fonction de votre émotion, de votre sensation et votre culpabilité. Alors, c'est intéressant parce que quand on mange avec culpabilité, comment est-ce qu'on va manger? D'abord, on va essayer de ne pas manger. Hein? Ce sont ces personnes qui me disent « Oh là là, mais moi, si je m'écoute, je mangerai énormément de gras et de sucre. » Oui, c'est l'impression que vous avez parce que, en fait, vous êtes en privation. Vous ne vous laissez pas manger. Vous ne vous autorisez pas à manger ces aliments. Donc, évidemment, ils ont une place de plus en plus importante dans votre système de récompense. Hein? Alors, la personne qui résiste, elle va résister, puis il y a un moment normal hein, où elle va en manger un. Et elle va se dire, je vais en manger un. Seulement à ce moment-là, ce n'est pas un qu'elle va manger, c'est probablement 2 ou 3. Et c'est peut-être même un moment de compulsion alimentaire, hein, de perte de contrôle. Quand on n'a pas mangé de gâteau au chocolat depuis très longtemps parce qu'on s'impose un régime, quand on va en manger, comment est-ce qu'on va le manger ce gâteau? On va l'avaler, on va le manger très très vite. Hein, et même si on ne veut pas manger très vite, on va le manger très vite parce que c'est une adaptation du cerveau. N'oubliez pas que je suis chercheur en neurosciences, j'étudie ça moi. Alors maintenant, pensez à l'autre, à la personne qui dit « Ah, le gâteau au chocolat pour moi c'est un plaisir, c'est la fête. » Comment est-ce qu'elle va manger son gâteau? Eh bien, elle va manger son gâteau tranquillement. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose de volontaire, ce n'est pas de la discipline, c'est simplement qu'elle va prendre du temps parce qu'elle va le savourer. Hein, donc d'abord, choisir le meilleur, le plus joli. Donc, ok, je vais manger un gâteau au chocolat, mais pas n'importe lequel. Alors, pour celle qui m'a dit, oui, moi j'ai mangé une pomme, mais en fait, je voulais un gâteau au chocolat, ben, réfléchissez. Quel est le gâteau au chocolat qui serait votre gâteau au chocolat préféré? Et probablement, ça va être un que vous allez faire vous-même. Hein, donc, un gâteau au chocolat où il y aura quoi? Du beurre, du sucre, des œufs, du chocolat, de la farine. Et finalement, ce sont tous des ingrédients relativement naturels. Hein. Ce sont des ingrédients frais. Ce n'est pas un aliment complètement ultra transformé par l'industrie puisque vous allez le faire chez vous. Hein. Et alors, la personne qui boit ce gâteau avec plaisir, elle va s'asseoir, elle va prendre une bouchée, elle va le savourer. Et cette bouchée, elle va envoyer des informations au cerveau. Elle va dire au cerveau, oh là là, qu'est-ce que la vie est belle, je suis très contente, j'adore ce gâteau. Et c'est intéressant que notre palais, il parle avec notre cerveau. Donc, le plaisir de manger est très important dans notre acte de manger. Et quand on mange avec plaisir, en savourant, finalement, on n'a pas besoin de beaucoup. Parce que on se rend compte que la deuxième bouchée, la troisième bouchée, elles sont différentes, elles sont de moins en moins intéressantes. Et il y a un moment où on se dit, bah voilà, c'est bon, je suis satisfaite. Mais aussi, je peux en manger demain si je veux. Et ça, c'est la grande différence parce que l'autre qui est dans la culpabilité, elle fait une sorte de foutu pour foutu, tout ou rien. Maintenant que j'ai mangé du gâteau, je vais en manger comme si c'était mon dernier repas de gâteau au chocolat. Et demain, je reprends le régime. Vous voyez la différence? Celle qui mange et qui savoure et qui est en paix avec l'alimentation, elle sait qu'elle peut en manger demain si elle veut. Ça donne une liberté incroyable. Hein? Et c'est ça que je suis venue vous dire aujourd'hui. Donc, quand on est en confinement, qu'on est un peu perdu, qu'on a l'impression de manger beaucoup, premièrement, dites-vous, c'est normal d'avoir envie de manger en ce moment. Hein? Et donc, il faut respecter ça. Il faut le respecter. Mais il faut essayer d'organiser, donc avec des routines, avec des heures pour faire le petit déjeuner, des heures pour faire le déjeuner. Et surtout, un de mes conseils, hein, j'ai commencé à vous dire, mais j'ai 3 conseils, moi, après plus de 20 ans d'études de la nutrition, j'ai 3 conseils. Oubliez les régimes, c'est mon livre qui est là, qui est chez Marabout, donc vous pouvez l'acheter en France, ça je suis contente. Et alors, pour ceux qui sont de Belgique, je ne sais pas encore si c'est arrivé en Belgique, parce que je n'ai pas suivi, mais je sais qu'il est arrivé au Canada, à Montréal, il y a mon livre. J'étais en février à Tahiti. Bonjour aux Tahitiens. Un voyage extraordinaire. Et
il y a mon livre, enfin, il y avait mon livre à Papette en vente. Donc, vous voyez, c'est un livre en français qui commence à faire le tour du monde. Et donc, oubliez les régimes, ça c'est mon premier conseil. Mon deuxième conseil, c'est manger plus d'aliments frais, faits maison, moins d'aliments ultra transformés. Mais attention, ça ne veut pas dire zéro ultra transformé, ne vous stressez pas trop. Les ultra transformés, ce ne sont pas des aliments qui vont vous donner tout d'un coup du diabète ou tout d'un coup vous allez tomber malade parce que vous avez mangé un aliment ultra transformé. Attention. Hein. Le troisième conseil, cuisiner. Et oui, ça c'est un des secrets des Français, c'est qu'ils savaient cuisiner. Et c'est quelque chose qu'on est en train de perdre, malheureusement. Ah, merci, il y a quelqu'un qui a lu mon livre. Très bon livre. Merci. Bon, cuisiner, ça paraît un peu bébête. On se dit, bah attends, qu'est-ce que c'est? J'ai pas le temps, moi, de cuisiner. Mais en fait, aujourd'hui, on voit que cuisiner, c'est probablement la meilleure protection contre l'obésité et le diabète de type 2. Vous voyez, ce sont des études récentes qui montrent que quand on cuisine, eh ben, on a une relation plus tranquille avec l'alimentation, on mange mieux. Hein, et souvenez-vous de ce que j'ai dit au début. La question, ce n'est pas de manger moins, la question, c'est de manger mieux. Alors, j'ai reçu plein de questions, donc je vais regarder un petit peu. Et pour ça, j'ai besoin de mes lunettes, parce que, évidemment, moi, je suis presbyte maintenant, parce que je ne suis plus toute jeune. Hein, ça fait plus de 25 ans que j'étudie la nutrition. Et avant ça, je suis ingénieure agronome. Donc, vous voyez, j'ai beaucoup d'années. Alors, attendez. Pas de goûter, car j'ai mangé à 14 heures. Oui, j'ai demandé si vous aviez goûté, parce qu'il est 17 heures en France. Non, moi, je n'ai pas goûté parce que j'ai mangé à 14 heures. J'ai pris un petit déjeuner tard et je n'ai pas envie. Ok, parfait, génial. Voilà, s'écouter. Je n'ai pas envie de manger. Et j'attends de voir comment mon corps se manifestera. Ben oui, quand on a ce contact avec son corps, oh, c'est parfait. Maintenant, je parle à ceux qui sont un peu perdus. Faites attention. D'attendre d'avoir envie de manger, ça peut être aussi un petit peu complexe parce que vous pouvez avoir l'impression de ne pas avoir faim et puis tout d'un coup, pouf, avoir une attaque. Et là, c'est comme si vous avez une 10 sur 10 de faim, une énorme faim. Hein. Voilà, et donc le gâteau au chocolat, Moxley Girl, alors je ne sais pas d'où elle est, Moxley Girl, vous êtes d'où pour avoir un nom comme ça fait très anglo-saxon, mais enfin vous écrivez très bien français. Donc Moxley Girl qui nous disait qu'elle n'avait pas faim, parce qu'elle avait elle avait déjeuné tard et qu'elle n'avait pas faim, elle n'avait pas envie de manger, donc parfait. Elle dit, le gâteau au chocolat, comme d'autres gourmandises, deviennent une hantise pour celles et ceux qui ont peur de craquer. Et oui. Hein, et vous avez remarqué que les aliments interdits, c'est toujours des aliments qu'on a envie de manger. Donc, quand on est tout le temps en train de faire un contrôle de ce qu'on doit ou pas manger, et bien finalement, c'est comme ça qu'on perd le contrôle. Alors, Karine nous dit, manger doit rimer avec plaisir. Ouh, très joli. Manger rime avec plaisir. Arlette, elle me dit que, oui, tous les soirs, elle perd le contrôle. Alors là, ça vaut la peine, Arlette, de revoir votre relation avec l'alimentation. Faire la paix avec l'alimentation. Hein, et manger régulièrement pour être sûr que le soir, vous n'arrivez pas au moment de la fin de la journée avec beaucoup de faim, d'envie réprimée. Vous n'êtes rien autorisé, vous avez mal mangé parce que vous êtes en train de faire des régimes. Et donc, ce que vous mangez, vous ne l'aimez pas. Donc, vous mangez, pour vous nourrir, mais pas pour nourrir ce plaisir, ce bien-être physique. Hein. Souvenez-vous que plaisir rime avec bonne santé. Hein. Quand on mange avec plaisir, on est en meilleure santé. Intéressant ça. Hein. Et que le plaisir, il n'est pas que dans le chocolat. Le plaisir, ça peut être dans une superbe ratatouille. Tiens, j'ai fait un tian hier. Oh là là, c'était délicieux. J'ai fait un tian parce qu'on avait plein de légumes et puis voilà. Alors, tian, c'est une sorte de ratatouille, sauf qu'on le met dans le plat. Hein, donc, courgettes, tomates, aubergines, oignons et poivrons. J'ai mis des verts et des rouges. Et alors, j'ai fait des rondelles et puis j'ai tout mis dans un plat. Et j'ai mis un petit peu d'huile d'olive, de l'ail, du romarin
parce que j'ai des petits pots dans ma cuisine avec du romarin frais, du basilic et du thym. Et ensuite, j'ai mis ça au four. Et puis, on ne l'a pas mangé parce que le temps que ça cuise, voilà, on a déjeuné autre chose. Et puis, le soir, j'ai retrouvé donc ce plat qui était prêt seulement. J'ai tassé les légumes. J'ai rajouté un petit peu d'eau parce que c'était un peu sec. Et j'ai mis du parmesan par-dessus. Je l'ai remis au four. Mais c'était divin parce que c'était des légumes qui avaient confit finalement dans cette cuisson qui avait été un petit peu plus longue que la normale. Voilà. Et ben, j'ai eu énormément de plaisir à manger ce tian. Vous voyez, le plaisir, c'est finalement quelque chose qu'on devrait cultiver, mais pas non plus s'obliger à manger avec plaisir à tous les repas, hein, parce qu'on peut manger de temps en temps vite fait. Ça n'a pas besoin d'être toujours la grande extase. Mais ne pas se contrôler en permanence. Hein. C'est pour ça que cette mentalité des régimes, elle nous a fait beaucoup de mal parce qu'elle nous a obligés à nous contrôler tout le temps. Alors, Oriane m'a écrit plein de choses. Alors, hier, mon goûter était composé de 2 biscuits au chocolat qui m'apportent un réel plaisir avec un bas niveau de transformation car c'est une valeur importante pour moi. D'accord, donc elle veut dire pas trop industrialisé, ok. Des noix de cajou, un yaourt, ce qui répondait à mes envies, à mon niveau de faim et du moment. Ok, bah parfait, elle s'écoute. L'écoute de soi, la confiance en soi et l'absence d'anxiété, de culpabilité alimentaire sont de vraies clés, parmi bien d'autres, bien entendu, car la guérison du comportement alimentaire, ça ne se résume pas à ça, bien entendu. Oriane, bravo. Est-ce que vous êtes diététicienne ? Sans doute, non? Vous êtes dans la santé parce que, bon, c'est tout à fait un discours que je partage complètement. Alors, Louise nous dit, j'adore notre palais parle avec notre cerveau. Merci du Québec. Oh, Louise! Louise, un bisou au Québec. Un bisou à tous nos amis les Canadiens. La belle nouvelle, c'est une nouvelle personnelle, c'est que je vais être bientôt grand-mère d'une petite Québécoise. Alors, moi, il me tarde d'aller au Canada la connaître. Et bien sûr, je ne vais pas pouvoir la connaître parce qu'on est en confinement. Donc, je suis un peu triste. Mais heureusement qu'on a WhatsApp, qu'on a Internet. Donc, Bérangère ou une autre ingénieure nutritionniste de l'INAPG. Oui, j'ai fait l'INAPG qui s'appelle maintenant AgroParisTech. Et je suis très fière de ça, hein, d'avoir fait l'INAPG. Mais après, j'ai fait des études de diététique et nutrition. Thomas, quel livre pourriez-vous me conseiller concernant la thématique du contrôle de faim par le cerveau? Ok, Thomas, première chose que je vais vous dire, c'est qu'il ne faudrait pas utiliser ce mot contrôle, parce que ce n'est pas en essayant de contrôler la faim que vous allez réussir à faire la paix avec la faim. Donc déjà, je vous conseille de chercher des livres où on ne parle pas de contrôle de la faim. Alors, il y a mon livre, bien sûr, hein, il est là. Oublier les régimes, je parle justement de ça, hein, sortir du contrôle. Et je sais que il y a, j'ai oublié son prénom, Zermati, docteur Zermati, qui vient de sortir un livre justement sur cette thématique du contrôle. À mon avis, ça doit être excellent, parce que j'aime beaucoup le docteur Zermati. Je trouve qu'il fait partie d'une association, d'un groupe de réflexion qui s'appelle Le Gros. Je connais très bien Bernard Westphal, qui est un bon ami que je vais voir à chaque fois que je vais à Paris. Excellente ligne de réflexion. Alors, pour Clara qui est diététicienne me dit, oui, j'ai lu votre livre et je suis diététicienne, il va m'aider, merci. Parfait. C'est intéressant parce que mon livre que j'ai sorti donc au Brésil en 2014, je l'ai écrit pour le public et je me suis rendu compte qu'en fait, ceux qui le lisent le plus, ce sont les professionnels de santé. Donc, j'ai même développé une méthode pour les professionnels de santé pour justement savoir intégrer ce concept du non-régime, de la non-restriction aux consultations. Hein. Donc, Clara, moi, je vous conseille aussi d'écouter mon TED qui vient de sortir, là, il y a une semaine. Un TED, donc une conférence TEDx. Donc, vous faites TEDx La Baule, Sophie Durham
Le poids des régimes. Voilà, ce sont 20 minutes d'un résumé de ce livre. Voilà. Tom, quel livre conseillez-vous pour mieux comprendre le principe de la contrôle de la faim par le cerveau? Ah, on dirait que c'est la même. Ah ben, il y a Tom et Thomas. Ça doit être le même, non? Parce que Thomas vient de me poser la question, donc je viens de répondre. Alors, je vais peut-être passer, parce que j'ai quand même beaucoup de messages. Alors, attendez, là, je me perds les pinceaux. Émilie nous dit, prendre le temps de cuisiner est un vrai plaisir, même des choses très simples. Ben oui, parfait, Émilie. Beaucoup de gens ont peur de se mettre à la cuisine, ont l'impression que c'est barbant, c'est pas drôle. Mais en fait, quand on s'y met, c'est assez sympa. Et puis, aujourd'hui, on voit que quand on prend un peu les rênes de la cuisine, finalement, non seulement on mange mieux, mais aussi c'est un moment de plaisir, de paix. Et on voit qu'il y a, en cuisinant, on se rapproche d'une sorte de méditation. Moi, j'aime beaucoup aussi cuisiner. Donc, Laetitia nous dit, je viens de finir le livre, je suis en train d'écrire à mon corps. Ah oui, dans mon livre, je donne un petit exercice d'écrire à son corps. Je trouve que l'exercice est très intéressant. Merci de vos bons conseils, plein de bon sens. Je recommence petit à petit à faire la paix avec moi-même. Oh, je suis ravie, Laetitia, de pouvoir aider. Regardez, comme c'est incroyable, comme un livre à distance peut aider. Eh bien, suivez mon Facebook, mon Instagram, parce que je passe plein de bons conseils. Donc, Tom, Tom me dit, oui, je vous remercie, je viens de commencer votre livre qui me passionne. Vos pensées sont différentes de ce que l'on nous apprend lors du BTS diététique. Bon, et moi, je suis passée par là, j'ai fait un BTS diététique par le CNED, donc je sais très bien que le BTS diététique, malheureusement, il est un petit peu, on va dire, il est un petit peu en retard, voilà, parce qu'il a une vision réductionniste de la nutrition, donc il faut passer par là. C'est vrai qu'on a quand même besoin d'apprendre beaucoup de choses pour passer ce BTS diététique. Et c'est pour ça aussi qu'au Brésil, on a le même problème, aux États-Unis, pareil, les études de nutrition, de santé en général, parce que les médecins aussi ne sont pas très bien formés en alimentation. Ce sont des études qui sont à revoir. Malheureusement, ça prend du temps. Alors ici, au Brésil, ce livre, Le poids des régimes, qui est donc mon best-seller aux États-Unis, au Brésil, il est non seulement rentré dans des références de recherche de l'université de la USP, il y a plusieurs études qui l'utilisent comme base, mais aussi il est devenu la Bible de beaucoup de professionnels, de diététiciens, de médecins, de psychologues. Et j'ai développé une méthode qui s'appelle méthode Sophie. Alors Sophie de mon nom, mais aussi que Sophie, ça veut dire la sagesse. C'est donc une méthode qui aide à retrouver la sagesse de ce corps que vous avez perdu en faisant des régimes. Voilà. Donc, si vous êtes encore en train de faire votre BTS, ah ben non, vous l'avez appris lors du BTS. Donc, vous avez fait un BTS. Eh bien, moi, je vous conseille de suivre des formations supplémentaires parce que maintenant que vous avez le BTS, vous pouvez être diététicien, donc vous pouvez avoir des patients, donc ça, c'est très bien. Et à partir de là, cherchez des formations complémentaires pour ouvrir un peu votre champ de travail. Alors, Oriane, non, je ne suis pas diététicienne. Ah, pardon, j'y pense très sérieusement, ça me touche beaucoup. Ah, mais je croyais que vous étiez diététicienne parce que c'était vraiment parfait ce que vous m'avez dit. Ok, Moxley Girl, donc je ne sais toujours pas d'où elle est. Et je suis française. Ah, votre recette me donne envie. Ah ben oui, le tian, j'ai passé déjà une recette. Vous voyez, on peut être diététicien, nutritionniste et passer des recettes. Il y en a qui pensent que c'est nul de passer des recettes, c'est le contraire. Plus on aide les gens à aller vers la cuisine et plus on les aide à gagner en santé. Alors, Moxley Girl, je ne sais toujours pas d'où elle vient, mais je sais que maintenant elle s'appelle Moxley Girl car elle est fan d'un catcheur qui se nomme John Moxley. Donc, elle est française, probablement elle vit en France. Elle me dit, j'attends d'avoir faim car je suis en phase d'apprentissage pour faire la paix avec mon corps et j'ai encore du mal à gérer mes petites faims. Ben oui, alors attendre d'avoir la faim, je sais qu'il y en a beaucoup qui trouvent que c'est le chemin, notamment dans
le manger intuitif. Moi, je pense que le manger intuitif, c'est plutôt la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que c'est là qu'il faut arriver. Mais moi, je conseille plutôt de manger régulièrement parce qu'il faut bien faire une différence entre le grignotage, hein, on grignote, et la faim émotionnelle. Parce que grignoter, finalement, il y a des gens qui vont grignoter, qui vont très bien, hein, parce qu'ils écoutent leur faim, ils mangent des petites fractionnées, ils mangent peu et je perds le contrôle et je mange trop le soir, etc. Là, on est dans une autre dynamique qui est travailler à diminuer justement cette faim émotionnelle. Alors, Karine, j'aime cuisiner, j'aime manger avec plaisir et je fais tout moi-même. Mais je n'arrive pas à lâcher prise. J'interdis trop de voilà. Eh bien, faire tout soi-même, bravo. Moi, je ne le fais pas. Hein. Il n'y a pas besoin de devenir 100% fait maison, hein, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui font la guerre à l'industrie, donc il faut devenir tout fait maison. On peut en perdre la santé, hein, d'être trop strict. Maintenant, vous avez vu, quand on ne s'autorise pas à manger, ben, on pense que à ça. Donc, peut-être voir un petit peu avec vous-même quelles sont vos douceurs, vos envies, et vous autoriser à manger en pleine conscience, en faisant attention, en décidant du moment, que ce soit un moment, ça peut être un dessert, ça peut être aussi un goûter, et puis se faire plaisir. Ça fait partie d'une relation en paix avec l'alimentation. Alors là, j'essaie de voir s'il y a d'autres questions. J'espère avoir répondu à pas mal de vos questions. Donc, il y a quelqu'un là qui me dit... Opa. Là, j'ai presque éteint la vidéo. En fait, j'ai encore 5 minutes. Il y a quelqu'un qui me dit « Bravo Pierre et Sophie, futurs grands-parents. Est-ce qu'on se connaît ?» Bia Beag. Est-ce qu'on se connaît? Parce qu'elle connaît Pierre. Oui, Pierre et Sophie vont être grands-parents. On est super contents. Ça fait un moment qu'on attendait ça parce que voilà, on est parents de 4 enfants qui sont adultes et qui sont en paix avec l'alimentation. Ça, pour moi, c'était une grande joie de savoir que mes 4 enfants vont bien, ils cuisinent, ils aiment manger, ils savent faire une blanquette de veau, ils savent faire un œuf sur le plat. Et quand ils sont partis étudier, ils ont tous étudié au Canada, justement. Donc, bonjour le Québec. Non seulement mes enfants sont tous partis à Montréal étudier, mais on a même épousé le Canada. Parce que ma belle-fille est canadienne et donc c'est elle qui va nous donner la grande joie d'être grands-parents avec notre fils aîné, Paul. Donc Paul et Rebecca, on pense beaucoup à vous dans ce moment de coronavirus. C'est vraiment pas facile, c'est pas drôle parce qu'aller à l'hôpital, accoucher en pleine crise sanitaire, c'est quand même un peu stressant. Donc, on est à 100% avec vous. On vous envoie plein d'amour. Et à tous, je vous souhaite donc un bon appétit. Donc, si vous avez faim, faites un goûter. Pourquoi pas, hein? Et essayez de planifier, ne pas manger une pomme alors que vous voulez un gâteau au chocolat, mais en même temps, ne vous jetez pas sur le gâteau au chocolat parce que je vous ai dit que le gâteau au chocolat, vous pouvez en manger. Essayez de réfléchir, de respirer un peu et de dire, bon, j'ai envie de quoi? Qu'est-ce qui me ferait plaisir maintenant? Est-ce que j'ai faim? Alors, si vous n'avez pas faim, eh bien, planifiez le prochain repas en vous disant, bon, ben, pour le dîner, je vais me faire un petit dessert. Pourquoi pas, hein? Et donc, faire la paix avec l'alimentation, c'est faire la paix avec soi-même. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous envoie donc une bise du Brésil. Sao Paulo vous dit au revoir. Moi, je vais d'ailleurs me préoccuper de mon déjeuner parce qu'il est bientôt 1h. Donc, je vais déjeuner. Et puis, bah, je vous souhaite un bon appétit, une bonne soirée et un bon week-end. À bientôt. 51.